Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez toujours très bien. Je me présente une fois de plus. Je suis Exponentiel Fojo et puis c'est toujours un plaisir comme ça d'allumer ma caméra et de vous parler en fait des questions d'investissement de crypto-monnaies, mais surtout des questions de connaissance en fait des technologies de blockchain. Parce que je suis simplement persuadé que grâce aux technologies de blockchain, l'Afrique va résoudre un certain nombre de problèmes, ok? Et les Africains vont finalement sortir de cet enclavement financier dans lequel ils sont restés coincés depuis pas mal d'années. Comme tu le sais déjà, je ne suis pas un conseiller financier, rien de tout ce qui est échangé, partagé sur cette chaîne ne doit être pris comme considéré comme étant du conseil financier. Le but pour moi, c'est simplement de partager l'information, de divulguer l'information et de démocratiser en fait l'information afin que la plupart des Africains et de la jeunesse africaine s'intéressent finalement à cette technologie merveilleuse, révolutionnaire, qui va, comme je l'ai dit tantôt, sortir les Africains, aider l'Afrique à résoudre beaucoup de problèmes qui existent sur le continent. Parce que lorsqu'on s'intéresse aux technologies de blockchain, lorsqu'on regarde les propriétés de la blockchain, à savoir la décentralisation, un système sans confiance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de confiance, la transparence, c'est des éléments qui, comme ça, permettent de résoudre pas mal de problèmes sur le continent africain. Et il faut être capable de dissocier les crypto-monnaies de la blockchain parce que lorsqu'on a compris c'est quoi la blockchain, on peut très vite comprendre que on n'a pas besoin forcément des crypto-monnaies pour faire fonctionner une blockchain. Les crypto-monnaies, c'est juste un cas d'utilisation, c'est juste une utilité de la blockchain, mais la blockchain permet de résoudre beaucoup d'autres problèmes. Voilà l'une des principales motivations, des éléments qui me motivent en fait à faire des vidéos parce que j'aimerais que les Africains s'intéressent davantage aux technologies de blockchain parce que finalement, ça va résoudre beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit tantôt. Et aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo parce que récemment, j'ai partagé sur la chaîne une vidéo, comme vous pouvez la voir, elle était titrée C'est faux, les crypto-monnaies ne pourra pas sauver l'Afrique. Malheureusement, je me rends compte que c'est une vidéo qui n'a pas euh, eu beaucoup de vues, ok, donc on voit à peine 241 vues de cette vidéo-là. Donc j'ai le sentiment que le message n'est pas passé, que les gens ne se sont pas intéressés à la vidéo, peut-être parce qu'elle était très longue, ok, je suis conscient que la vidéo c'est une heure de vidéo, mais à mon sens, hein, c'est riche de contenu, riche d'informations, et donc si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à aller la regarder sur la chaîne. La vidéo est intitulée C'est faux, la crypto-monnaie ne pourra pas sauver l'Afrique. Et aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo parce que j'aimerais m'expliquer là-dessus. J'aimerais donc approfondir et vous apporter d'autres éléments ok, qui me permettent aujourd'hui de dire que les crypto-monnaies ne vont pas sortir ou bien sauver l'Afrique. C'est vrai que par rapport à tout ce que je dis, ça peut mener à confusion. Voilà pourquoi j'aimerais aujourd'hui, une fois de plus, me prononcer sur ce propos-là. Ok. Euh, En réalité, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, ok, c'est ce que je disais déjà dans la vidéo, pour résumer la vidéo précédente, c'est que on observait que sur le continent africain, il y avait de plus en plus un engouement sur les crypto-monnaies et que beaucoup de personnes pensaient que les crypto-monnaies, ou pensaient, donc c'est toujours l'idée qui anime la communauté aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la crypto-monnaie, c'est vraiment la chose qui va résoudre tous les problèmes de l'Afrique, ok? Parce que beaucoup d'Africains pensent que le problème de l'Afrique ou bien la difficulté que l'Afrique a aujourd'hui réside en fait dans sa monnaie. Ok, le fait que l'Afrique ou la plupart des pays africains n'aient pas le contrôle de leur monnaie et que l'une des propriétés de la blockchain, finalement, c'est de donner la possibilité de créer rapidement une monnaie, une crypto-monnaie. Ok, ça donne le sentiment que tous les pays africains peuvent du jour au lendemain se permettre de créer une monnaie et simplement grâce à ce fait-là, ok, à cette action de création de monnaie-là, sortir de la pauvreté et avoir une réelle croissance. Je vous laisse simplement attirer l'attention et dire que les problèmes que l'Afrique a aujourd'hui ne résident pas seulement dans le fait qu'elle n'a pas sa monnaie, ok? On a beaucoup de pays africains qui ont leur monnaie, qui sont détenteurs ou propriétaires d'une monnaie, mais qui ne sont pas pourtant très développés, ok? Rapidement, lorsqu'on regarde comme ça, lorsqu'on fait un tour d'horizon, on peut justement se rendre compte que, à l'évidence que
l'Afrique a de sérieux problèmes et que le gros des problèmes de l'Afrique ne réside pas dans la monnaie. Il y a d'autres problèmes qu'il faut résoudre sur le continent qui sont vraiment des éléments qui vont vraiment finalement permettre d'avoir une réelle croissance. On ne va pas démentir que le fait également que l'Afrique ne possède pas sa monnaie euh, est un gros obstacle pour ce continent. Parce que dans la vidéo également, je vous présentais également un extrait d'un interview du professeur Yam Timba, qui est un philosophe économiste que je suis beaucoup et que j'apprécie beaucoup, ok, qui présentait justement les faiblesses en fait du franc CFA, par exemple pour un pays comme la Centrafrique et pour beaucoup d'autres pays également de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest qui sont dans la zone franc. C'est un gros problème parce que le franc CFA, c'est comme une arnaque parce que euh, 50% des réserves, hein, ou bien un peu plus, comme il a dit dans sa vidéo, des réserves africaines sont comme ça détenues par le trésor français, simplement parce que l'Afrique fait ses échanges internationaux avec le franc CFA. Et donc, dans les accords coloniaux, okay, il y a des choses qui ont été signées comme quoi, voilà, à cause de cette monnaie-là et du colon, okay, historique, l'Afrique laisse beaucoup de plumes en utilisant le franc CFA. Donc, c'est clair que, justement, ok, il faut sortir du franc CFA pour espérer avoir une bonne croissance économique, avoir une croissance financière, une croissance économique, parce que justement, on doit aller chercher le 100% de ces réserves et on ne va pas laisser une partie de ces réserves comme ça à la France, ok? Il faut dire les choses telles quelles. Euh, Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il y a il y a un problème monétaire qui se pose sur le continent. Il y a un problème de franc CFA et que, justement, les crypto-monnaies peuvent permettre de résoudre ce problème-là. Mais lorsqu'on parle de crypto-monnaies, il faut faire très attention parce que, malheureusement, les crypto-monnaies aujourd'hui, oui, on va parler surtout du Bitcoin parce que le Bitcoin, c'est vraiment la crypto-monnaie qui répond le plus proche possible aux propriétés de la monnaie, c'est-à-dire ce qu'on parle des caractéristiques du monnaie, la durabilité, la transférabilité, la divisibilité, la portabilité. Ça, c'est vraiment les propriétés d'une monnaie. Et toutes ces propriétés-là d'une monnaie, on les retrouve dans le Bitcoin. Dans le Bitcoin, aujourd'hui, avec son principe également de monnaie déflationniste, étant donné qu'on n'aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation, fait que c'est une monnaie qui, normalement, sur du très long terme, est faite pour prendre de la valeur. Donc, il y a de fortes chances que le bitcoin prenne toujours de la valeur. Avec les adoptions qu'on voit de plus en plus, les gouvernements, de plus en plus, on a des institutions qui s'intéressent vraiment au bitcoin. Avec l'inflation qu'on a actuellement, il faut savoir qu'en 2008, le bitcoin a été créé parce que, justement, le système monétaire commençait à présenter, justement, certaines faiblesses, certaines failles, certaines défaillances. Et c'est la raison pour laquelle, justement, avec l'inflation de 2008, le 31 octobre 2008, Satoshi Nakamoto a publié le livre blanc. Et en 2009, on a commencé comme ça à voir les premières transactions, la toute première transaction le 3 janvier 2009, ou le 11 janvier, je crois, de Satoshi Nakamoto, permet comme ça justement de mettre sur pied finalement une nouvelle forme de monnaie. Donc aujourd'hui, le Bitcoin sur l'échelle mondiale, ok, a beaucoup d'adversaires, ok. Toutes les institutions, tous les gouvernements sont contre le Bitcoin. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas stopper et arrêter le Bitcoin? Justement parce que l'une des forces également du Bitcoin, c'est qu'elle est tellement décentralisée. Lorsqu'on parle de décentralisation, c'est-à-dire que sur l'échelle internationale mondiale, il est difficile aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, de détenir quasiment je veux dire, une grosse portion tout seul du Bitcoin en circulation ou de manipuler le marché. OK? Euh, Ce qui n'est pas vrai avec avec d'autres crypto-monnaies ou d'autres monnaies. Et il faut donc comprendre qu'à cause de ça, le Bitcoin est solide. OK? Les bases sont solides, les fondamentaux sont solides. Et la décentralisation, c'est quelque chose qui prend du temps. Une crypto-monnaie ne peut pas être décentralisée. OK? Le Bitcoin, ça a pris du temps pour être décentralisé. Ce qu'on appelle des mineurs ou des validateurs qui sont, qui sont comme la police sur la blockchain qui valide les transactions, aujourd'hui sont presque partout dans le monde. Okay? Et le fait qu'ils ne peuvent pas se communiquer ensemble
pour falsifier l'information, pour interagir dans les validations d'informations, fait qu'il y ait une vraie transparence sur la blockchain et c'est ça qui fait la robustesse du Bitcoin. Aujourd'hui, on ne peut pas attaquer une personne directement sur le prétexte que c'est lui qui a créé le Bitcoin et donc on va peut-être le salir, on va le mettre en prison, on va le jeter en prison, on va le menacer de stopper, d'arrêter la blockchain. C'est pas possible aujourd'hui, ok? Donc l'une des forces en fait de la monnaie ou de la crypto-monnaie ou bien du Bitcoin, ok, qui est la toute première crypto-monnaie, et les autres sont juste des copies les autres crypto-monnaies aujourd'hui sont plus des actifs financiers, ok? Mais le Bitcoin aujourd'hui, c'est vraiment la seule crypto-monnaie qui peut finalement avoir les propriétés d'une monnaie. OK, qui peut réellement avoir les propriétés d'une monnaie. Et voilà pourquoi elle n'est pas attaquée, comme je l'ai dit tantôt, avec les raisons que j'ai avancées tantôt. Donc, il serait aujourd'hui, et malgré tout cela, OK, malgré toute cette décentralisation, le Bitcoin aujourd'hui ne peut pas vraiment être utilisé comme une monnaie parce que sa fluctuation, sa variation et du coup, fait que c'est difficile pour monsieur tout le monde, hein, monsieur, madame tout le monde, de vraiment utiliser ça comme monnaie. C'est-à-dire que on l'a vu récemment avec une monnaie comme le Terra Luna qui avait un stablecoin et des gens qui savaient qu'ils avaient une monnaie stable, ok, des gens qui avaient par exemple sorti leur argent, ok, des banques pour les mettre dans des monnaies stables sur des plateformes de finances décentralisées pour avoir des intérêts plus intéressants de l'ordre de 10-20% comparativement au 1%, 2%, 0,5% que donnent les banques. Du jour au lendemain, ont vu leur argent perdre de la valeur. Parce qu'ils avaient mis leur argent sur un stablecoin. Un stablecoin, si vous voulez, c'est une crypto-monnaie qui est supposée être stable, dont la valeur n'est pas amenée à fluctuer ou à perdre de la valeur. Mais finalement, on a vu un stablecoin perdre de la valeur. Donc, aujourd'hui, pour les mêmes raisons, c'est difficile de considérer le Bitcoin comme étant une monnaie parce que ces frictions, ok, la friction du prix fait en sorte que on peut pas encore le considérer, mais à l'avenir, sur du long terme, le Bitcoin, c'est ça l'objectif, c'est vraiment d'être utilisé comme monnaie d'échange. De toutes les façons, les pères fondateurs, lorsqu'ils ont pensé Bitcoin, c'était ça la principale raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus utilisée comme comment dire, comme de l'or numérique, ok, qui a les propriétés de l'or. Mais à l'avenir, c'est vraiment de faire de ça une monnaie internationale dans beaucoup de pays. Mais ça va prendre du temps, ok. Donc, vous comprenez donc que des gouvernements qui pensent qu'ils vont créer une crypto-monnaie et que cette crypto-monnaie-là va prendre de la valeur, sera considérée comme de la valeur, ou beaucoup d'Africains qui voient donc aux crypto-monnaies quelque chose qui va comme ça venir renverser le franc CFA. Je pense qu'on s'éloigne des objectifs, ok, et c'est pas vraiment ça l'une des principales, l'une des motifs ou bien des raisons de création du Bitcoin. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'une des forces du Bitcoin, c'est vraiment sa décentralisation. Le fait qu'on ne peut pas attaquer le système, ok, les points de validation sont tellement éparpillés dans le monde qu'on ne peut pas, la blockchain n'est pas attaquable, ok. Euh, alors aujourd'hui, on voit de plus en plus des monnaies très centralisées à mon sens. Donc, ce qu'on voit là, qui sont en train d'être créés, ils sont très centralisés. Ça veut dire que quand c'est très centralisé, ça veut dire que finalement, ça se rapproche du système monétaire actuel. Ok? Parce qu'il faut comprendre que si on a créé la crypto-monnaie, c'est parce qu'on avait un problème avec le système monétaire tel qu'il est fait présentement. Donc, avoir donc une crypto-monnaie qui également sera centralisée parce que on a des crypto-monnaies qu'on est en train de voir proposer de part et d'autre qui vont servir de monnaie, mais qui sont, à mon sens, très centralisées et donc qui ne peuvent pas répondre aux propriétés d'une monnaie et qui sont facilement attaquables, ok, parce que c'est des monnaies, tout le monde peut l'acheter sur sur des plateformes. Il suffit qu'un gouvernement ou une institution qui a beaucoup d'argent, qui ne veut pas le progrès ou l'existence de cette monnaie-là, achète une grosse quantité et manipule le marché à tout moment, ok. Donc, c'est donc trop centralisé à mon sens et ça pose problème. Et
De là, donc, je pense qu'on a compris que finalement, oui, c'est important d'avoir la monnaie pour les pays parce que ça vient résoudre un certain nombre de problèmes. Mais on est tous d'accord que la quasi-totalité des problèmes de l'Afrique ne réside pas dans le fait qu'elle n'a pas sa monnaie. Les problèmes sont ailleurs, OK? Avant de continuer, je vais vous faire une présentation de Charles Kingston. Charles Kingston, si vous ne savez pas, c'est le CEO de Input Output Hong Kong. C'est l'entreprise IOC, en fait, c'est l'entreprise qui est derrière le projet Cardano. C'est une entreprise qui a été créée en 2015. Donc, il est le PDG et c'est également l'un des cofondateurs de la crypto-monnaie Ethereum, ok, avec Vitalik et d'autres personnes. Donc, en 2015, je pense qu'il a quitté Ethereum parce que il avait une vision à part, ok? Lui pensait que Ethereum, tel que les choses étaient faites, on devait se buter à quelque chose, on devait se buter à un obstacle et il fallait comme ça la rendre, créer une crypto-monnaie plus sécuritaire et plus scalable. Ok, il fallait créer une crypto-monnaie plus scalable qui peut facilement s'adapter, qui peut facilement être modifiable sur le temps sans impacter les socles de base de la blockchain. Donc, ce qu'il a donc créé, c'est Cardano qui considère comme étant la crypto-monnaie de troisième génération. Et pourquoi je suis beaucoup Charles Keystone, pourquoi je suis beaucoup le projet Cardano, c'est parce que c'est un projet qui est très présent sur le continent africain et que moi, je suis très attaché à l'Afrique et parce que je pense que la blockchain est venue résoudre des problèmes de l'Afrique parce que aujourd'hui, des recherches, des formations que j'ai faites aujourd'hui avec aujourd'hui ma casquette d'architecte blockchain parce que justement, je viens de terminer une formation en tant qu'architecte blockchain. Je prépare actuellement une certification pour d'architecte blockchain. Donc, il y a une autre vision qu'aujourd'hui j'ai des crypto-monnaies des blockchain que m'a apporté cette formation et cette nouvelle casquette-là qui font que je vois les choses autrement. Okay? Je vois les crypto-monnaies aujourd'hui avec un autre œil, d'un autre angle. Et puis, je comprends qu'il faut faire très attention, OK? À tout ce qu'on crée, tous ces ICO, ces levées de fonds, ces collectes d'argent dans les crypto-monnaies. Il faut vraiment faire des recherches très poussées, faire attention, ok, dans quoi est-ce qu'on met son argent. Et donc, moi, je vois en IOC une entreprise qui est très présente sur le continent africain, qui fait de très belles choses dans beaucoup de pays et qui résout le problème de l'Afrique autrement. Okay, qui s'attaque aux vrais problèmes en Afrique. Okay? Parce qu'aujourd'hui, on voit des projets en Afrique, oui, c'est bien, c'est intéressant de construire justement, de faire la tokenisation, construire des villes, construire des immeubles, construire des trucs. Mais le problème de l'Afrique n'est pas là. Je pense que l'Afrique a un sérieux problème et malheureusement dans le cadre du développement de l'Afrique, le retard qu'on a eu jusqu'à présent fait que parfois on veut sauter du coq à l'âne et essayer de se mettre au même standing que les pays développés, les pays occidentaux. Et on oublie vraiment les bases, on oublie les socles en fait. On veut sauter les étapes, ok? C'est comme aujourd'hui aller, je sais pas, je vais prendre l'exemple du Cameroun simplement parce que je suis originaire du Cameroun, c'est un pays que je maîtrise bien. Et de dire, voilà, on veut faire comme la France ou bien comme Paris, comme Montréal. On veut créer une ligne de métro en plein Douala. Ça va pas se passer comme ça. On peut pas venir tout de suite dire on va créer une ligne de métro. Il faut penser, je vais dire, il y a certainement beaucoup de maisons qu'on va casser, qu'on va détruire. Il y aura beaucoup de dégâts. Donc, il faut penser la réinsertion des gens, la relocalisation des personnes. Il faut redesigner, redessiner. Donc, on ne peut pas tout de suite venir prendre le problème et s'attaquer directement à comment commencer à fixer les rails et comment est-ce qu'on va faire passer la ligne de métro. Non. La première réflexion, c'est comment est-ce qu'on va localiser les gens qu'on va détruire parce que forcément, on va détruire les gens. Okay? Donc, il faut s'attaquer au nœud du problème et c'est là où j'ai un problème avec justement la plupart des projets et des adoptions qui sont présentement en train de se faire sur le continent. Et je pense que Cardano, bien Charles Keystone, il a vraiment la vision, il a compris en fait de quoi il est question. Je ne vais pas parler longtemps, je vais vous laisser écouter la vidéo, un extrait de cette vidéo, de cette présentation. Justement, c'est Vision et Vision for Africa, Charles Keystone, sa vision pour l'Afrique. La vidéo est en anglais, mais justement, j'ai fait exprès de laisser le sous-titrer en français. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, au moins, vous pouvez lire. Donc, prenez une minute pour écouter ça. CEO of Input Output.
I started my company in February of 2015 with a dream of delivering economic identity to those who don't have it. The reality is the world lives still in two different configurations, one for the developed and one for the developing. In the developed world, there are many things we take for granted. The fact that it's easy for us to have an identity, passports, driver's licenses. It's easy for us to travel. It's easy for us to prove our creditworthiness and get credentials. It's easy for us to borrow money, get insurance, and to process payments. For example, if someone does a service for you, you can Venmo them something. You can send them a PayPal transaction. We take this for granted, and for the most part, it's part of our daily lives, just like breathing or drinking water. But when you live in the developing world, it's a very different prospect. It's very difficult to globalize. It's difficult to prove claims, whether you're producing something with fair trade or in a sustainable way. It's difficult for people to receive money and send money. These remittance transactions on average carry an 8 to 15% fee. When a person wants to borrow money, if it's even possible, these microfinance transactions can have interest rates as high as 85%, according to the World Bank. And the reason this exists is not because of avarice or because of racism or some unpronounced evil in the global order. Rather, it's because of systems. Some countries enjoy systems that are structurally superior to other systems. And the problem is that the legacy systems that we have are fundamentally incompatible with total globalization without admitting total centralization behind one standard, such as the American way or the Chinese way. The world is beyond that. This is no longer the 20th century. This is the 21st century. A century with the iPhone. A century with the internet. A century where information moves instantaneously. And as a consequence, we have a better way of governing the world order. We no longer need central entities. We no longer need central governments. Just like the internet, the things that can process our payments, our contractual relationships, hoist up our identity, our property, and permit the gears of commerce to work can be done through the very same technology that has enabled innovations like Bitcoin, Ethereum, and Cardano. I started my company in 2015 with a first principles approach. We started with science. We built labs all throughout the world, hiring dozens of PhDs, and we wrote over 100 papers, many of which have been processed through the wonderful crucible of peer review. And citation after citation later, conference after conference later, journal after journal later, we've built out a corpus of scientific knowledge that has allowed us to understand how to build systems that can scale not just to millions, but inevitably to billions of users, and preserve a fundamental truth that we are all equal, and we all deserve access to the same marketplaces. Whether you're Bill Gates or the shepherd from Senegal, you should receive equal treatment and consideration and be given equal access to markets and allow merit to be the differentiator, not geography or genetics. As a consequence of these years of effort and time that we've put in, we have been able to build great protocols like Cardano. And this special is not about aspirations. It's not about promises. This special is about delivery. For the past 4 years, our people have lived in Ethiopia and have traveled throughout the entire continent of Africa. Rwanda, Uganda, Tanzania, Nigeria, Kenya, all around, South Africa. No matter where the winds would take them, the promises and commitments and dreams were the same. We had the desire to spread our vision of how we can change the way the world works, from the top down to the bottom up, pushing power to the edges and allowing people to be their own bank, allowing people to have their own identity. And today, this special is showing all of you the fruits of our labors over the past 4 years, the flagship of which is a deal that we have closed with the Ministry of Education containing 5 million students using a technology called PRISM integrated in the Cardano blockchain. Every one of these students will have a digital ID called a DID, and that DID carries with it metadata that will travel with them throughout their entire academic life, and like those who left Facebook's clutches of the university into the real world, will actually follow them into the economic world. So as they graduate, as they go into the economy, eventually this infrastructure can be used for property, for payments, for voting.
and all other manners of their economic life. And what's beautiful about this evergreen deal is it's extensible. Our priorities and goals are directly aligned with the vision and priorities and goals of the Ethiopian government. In a recently published doctrine of Ethiopia 2025, there was a bold vision to digitize the country on 4 pillars, the first of which was a national ID system. It is our belief that the work we have done here with PRISM and Cardano for these 5 million students will inevitably grow to be an inspiration and perhaps the system for 107 million Ethiopians, allowing them for the first time to globalize on equal terms with the United States, the European Union, China, and other modern developed economies. In addition to this system goes far beyond just identity. Our belief is that it can be used to help people procure jobs, to help people prove their skills, because the system can verify credentials, the system can verify certificates, the system can be used for a litany of activities which are required for people to understand who are credible actors to deal with and who have earned the right to have a job. Now, that's just Ethiopia. This special also includes our partners in Tanzania, World Mobile, and partners throughout the continent. And each and every one of them have hopes and dreams about how to apply this technology. The magic of Cardano is, like Bitcoin before it, it's permissionless. It does not require someone to register or license something. It does not require someone to ask to use it. Rather, it's an open platform. And while these deals were spearheaded by Input Output Global and our partners, they serve as an inspiration for countless thousands of entrepreneurs throughout the continent to realize their dreams, their businesses, whether it be a decentralized Uber, whether it be securitizing a small company, whether it be a completely new way of representing resources in trade and commerce. It's an open piece of infrastructure accessible to all, for all, throughout the continent to be able to realize their dreams. Our industry's brought a lot of really cool innovations. NFTs, DeFi, STOs, ICOs, and all of these things, for the most part, have been based upon promises of a new world. I believe over the next 5 years, as this technology rolls across all of Africa and many other places in the world, such as Southeast Asia, Central Asia, Eastern Europe, that these promises can be transformed into completely new business models. All of these things are possible with the technology we've constructed, built with formal methods and advanced languages like Haskell for everyone, and validated by peer review. So thank you so much for coming. Thank you so much for listening. And I love this celebration of what has been done, and I'm looking to the future. I hope to make this an annual event. Cheers. Alors, donc, j'espère que vous avez... c'est vraiment 8 minutes. Des fois, j'ai voulu le couper, mais je me suis dit, c'est quand même intéressant de le suivre jusqu'à la fin. Donc, Charles Hockeston et sa vision pour l'Afrique, vous l'avez compris. Charles Hockeston, lui, il pense que le monde est divisé en deux. Et puis, on va être d'accord avec ça. Il y a les pays riches qui ont déjà tout accompli, puis il y a les pays pauvres en développement qui ont encore des choses à accomplir, ok? Dans les pays développés, ok, on a le sentiment que tout est déjà acquis, tout est déjà fait, on a déjà réglé tous les problèmes. Par contre, dans des pays développés, il y a encore des besoins fondamentaux, comme le besoin d'identité. Il y a encore beaucoup de pays en Afrique qui ont un problème d'identité, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de pièce d'identité, je sais pas si vous voyez un peu le truc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'identité ou un pays ou un gouvernement qui ne peut pas contrôler l'identité de tout le monde, c'est un problème. C'est un gros problème parce que on peut pas avoir une réelle gestion des perspectives de développement d'avenir de sa population. On ne peut pas avoir une identité, une analyse des statistiques réelles de sa population. On ne peut pas vraiment construire, prendre des décisions solides de sa population. On ne peut pas se projeter, ok? Parce que en un claquement de doigts, on ne peut pas savoir c'est quoi l'identité des gens dans le système. Et ça, c'est quelque chose qui demande peut-être beaucoup de ressources pour beaucoup de pays, mais c'est également un problème de système. Charles Hockeston l'a dit, c'est surtout un problème de système. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles je dis
le gros problème de l'Afrique, ou bien la résolution des problèmes de l'Afrique, oui, il y a les blockchains, mais ça ne réside pas essentiellement à la création d'une crypto-monnaie. Il y a un problème de base qu'il faut résoudre. L'Afrique et les Africains sont tous conscients qu'il y a un problème de gestion, il y a un problème de gestion politique, de gouvernance, il y a un problème d'élection, ok, transparence électorale, du choix et de la protection des votes, des élections. C'est un problème. Il y a un problème de détournement de fonds publics. Il y a un gros problème de corruption, du fait que l'argent qui doit être utilisé pour le réel développement de ce continent-là ne va pas ne soit pas dirigé dans les bons endroits. C'est-à-dire que vous avez beau avoir une monnaie, ok, dans beaucoup de pays actuels, en l'état actuel des choses, même si on leur donne une monnaie, si on ne tue pas à la base le problème de corruption, de gouvernance, de sécurité, c'est sûr qu'on ne va nulle part. On ne va nulle part parce que ce qui fait croître un pays, ce qui apporte de la croissance d'un pays, je pense que c'est beaucoup plus un problème de leadership, de bonne gouvernance, okay, de stratégie, de volonté politique. Donc sans la volonté politique, on peut aller nulle part, on peut vraiment pas avoir une réelle croissance. Et la blockchain, donc, avec ses propriétés de décentralisation, de transparence, ok? Parce que la transparence, comme l'avait vu, il a dit, on est en 2021, on est au 21e siècle. On n'a plus besoin d'autorités centralisées, on n'a plus besoin de gouvernement, on n'a plus besoin d'avoir confiance, to trust, avoir confiance de quelque chose. Aujourd'hui, il faut avoir confiance aux banques, au système monétaire, aux institutions, au gouvernement, pour faire certaines opérations. La blockchain vient éliminer en fait ce besoin absolu d'avoir confiance pour faire un échange, pour échanger de la valeur. On n'a pas besoin de faire confiance. La transparence et la décentralisation et surtout la sécurité de la blockchain fait que il y a, il y a, il y a, il y a une sécurité, vous voyez, il y a une sécurité qui est faite, qui fait que, voilà, la confiance y est. Sur la blockchain, ça fait partie des propriétés de la blockchain, ce qui va permettre donc de mettre sur pied une réelle identité numérique incorruptible, ok? Incorruptible parce que c'est sur la blockchain, c'est transparent, il y a des validateurs. Et donc, Charles Okisto, il a dit, son équipe a passé plus de 4 années en Éthiopie pour analyser, comprendre les besoins. Ils ont signé un contrat avec le gouvernement éthiopien pour mettre sur pied quelque chose de fondamental. Avoir une identité numérique pour la plupart de la population et surtout des étudiants et des enseignants. Savoir qu'on peut suivre sur la blockchain le parcours d'un étudiant, ses résultats scolaires, ses diplômes et avec ce que Cardano appelle prisme, je pense que c'est Catala Prisme si je ne me trompe pas, qui est comme ça le système d'identité numérique de Cardano qui est un outil qu'ils ont mis sur pied qui peut facilement peut être intégré dans tous les problèmes en fait du continent, que ce soit le problème électoral, que ce soit le problème de supply chain, des oracles et tout ça là, on a besoin d'avoir une identité numérique, ok? On a besoin de contrôler, d'avoir une identité de la population et cette jeunesse-là, le fait d'avoir une identité, ok, sur la blockchain, de leurs résultats et de leurs diplômes, ça fait qu'à la longue, lorsqu'ils vont aller dans le monde professionnel, on pourra facilement retracer leur parcours. Ils pourront avoir leur chance à l'international parce que de partout dans le monde, on pourra aller interroger la blockchain et savoir que tel citoyen, effectivement, il a fait telle étude, il a tel diplôme, voilà ses certificats, c'est pas des faux, c'est des originaux. Voilà, il a déjà travaillé sur telle entreprise parce que c'est traçable. Donc, c'est une identité avec ce qu'il a appelé un DID qui a également des métadonnées, c'est-à-dire un ensemble de données qui peuvent être traçables, qui peuvent être interrogées sur la blockchain et ressortir en fait selon la requête qu'on fait, les informations de la population. Donc il y a déjà ce problème d'identité là qu'il faut résoudre et ce problème d'identité également, ça peut être
utilisé dans d'autres applications, d'autres problèmes qu'on a sur la blockchain et dans nos différents pays. Le problème, par exemple, le problème foncier. Aujourd'hui, vous pouvez habiter, avoir une maison dans beaucoup de pays en Afrique et du jour au lendemain, vous voyez des guerpilles. Personne ne sait que vous avez même déjà vécu là, parce que il n'y a aucune traçabilité. Les problèmes fonciers, les problèmes de titres fonciers sont un problème réel. Avec une identité ou bien des problèmes fonciers sur la blockchain, c'est des questions qu'on va venir du jour au lendemain résoudre et balayer. Et que Cardano est déjà en train de mettre en application dans beaucoup de pays en Afrique, autant au Zimbabwe, en Ouganda, Kenya, Éthiopie, Afrique du Sud et autres. Ils sont en train de travailler très fort du côté de l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud et autres, et ça a encouragé. Donc, lorsque je dis que finalement que les crypto-monnaies, c'est pas vraiment ce qui va venir sauver l'Afrique, c'est juste pour dire que l'Afrique a d'autres problèmes et qu'il faut résoudre les problèmes à la base. C'est pas juste un problème monétaire, c'est pas juste un problème d'argent. Il y a beaucoup d'autres choses qui font que juste avoir une crypto-monnaie ne va pas faire en sorte qu'on se développe. Donc, le fait de voir beaucoup de personnes, oui, c'est bien beau, c'est déjà une bonne chose de commencer à adopter les crypto-monnaies, mais il ne faut pas qu'on s'éloigne de l'objectif parce que les personnes ou les gouvernements qui commencent à adopter la crypto-monnaie actuellement en Afrique, c'est bien beau. Euh, S'ils prennent des mauvaises décisions, cela aura des grosses conséquences sur le continent parce que d'autres pays vont simplement avoir l'illusion que les crypto-monnaies, c'est pas une bonne chose parce que tel pays, voilà ce qu'ils ont fait et ça n'a pas marché. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on est pionnier, ok, dans un secteur, des décisions qu'on prend, du chemin qu'on emprunte et ça va valoir pour tout, je vais dire, la suite en fait des choses en fait découle de tout cela. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. C'était vraiment, pour moi, je pense que ça en valait la peine, ok, de mettre vraiment ceci en avant, de comprendre que on parle de crypto-monnaie, on parle de blockchain, mais il faut savoir que la crypto-monnaie, c'est pas la blockchain. Il faut vraiment dissocier les deux choses, ok, et de comprendre que la blockchain, c'est vraiment quelque chose de fondamental, ok. Aujourd'hui, dans le monde entier, ce qui est combattu, c'est vraiment les crypto-monnaies, c'est pas la blockchain. Il n'y a aucun gouvernement, ok, à qui vous allez présenter les propriétés de la blockchain, c'est que la blockchain peut permettre de résoudre un problème qui va vraiment s'opposer à cela. Donc, le gros problème, c'est la crypto-monnaie. Mais donc, Charles Keystone et Cardano et IOC, ils ont compris que les propriétés de la blockchain ont beaucoup d'applications et de cas d'utilisation en Afrique. Voilà pourquoi ils se concentrent sur le continent et ils essaient de résoudre les problèmes à la base, ok? Les problèmes du continent à la base. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut commencer. C'est par là qu'il faudrait commencer, ok? Avant de commencer, avant de s'attaquer aux questions de financement ou de construction de villes, de belles villes, de grosses villes, parce que il ne faut pas sauter du coq à l'âne, ok? Il faut faire attention aux crypto-monnaies, aux propriétés de la crypto-monnaie. Et aujourd'hui encore, les crypto-monnaies sont très volatiles. Et à cause de cette volatilité-là, si on ne fait pas attention, il y a beaucoup de personnes qui vont simplement retenir en fait le côté négatif des crypto-monnaies. Ok, donc il faut faire très attention. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez puis partagez la vidéo pour qu'elle circule sur la chaîne. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et ça me fait toujours plaisir de vous lire en commentaire. Donc si vous avez des questions, ça me ferait vraiment plaisir de vous répondre. Hein, donc d'échanger, de faire un échange d'idées. Et si vous avez d'autres choses que vous aimeriez qu'on en parle sur la chaîne, qu'on approfondit, d'autres questions, si vous voulez davantage des vidéos, par exemple sur Cardano, comprendre ce qu'ils font, la blockchain Cardano, où est-ce qu'elle s'en va. C'est important pour moi de la partager parce que c'est un projet, ceux qui me suivent savent que je soutiens beaucoup ce projet parce que justement je vois qu'ils font beaucoup de choses sur le continent, ils sont là depuis longtemps, ils ont tout de suite vu la vision qu'il y a des choses à résoudre sur le continent, il y a beaucoup de projets de blockchain qui commencent à venir sur le continent africain, mais eux ils sont là depuis, donc ils sont encouragés, encouragés et puis voilà quoi, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.